Konnichiwa, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Nous allons dans cette vidéo démystifier le langage de programmation Java. Certes, c'est un langage assez vaste au point où aucun programmeur ne peut se vanter de pouvoir maîtriser tous les recoins de ce langage. Mais ce n'est pas aussi une raison pour pouvoir exagérer. Alors, nous allons commencer avec une petite histoire. Donc Java est né en 1991 chez Sun Microsystems. Alors Sun Microsystems, c'est une petite équipe qui est dirigée par Monsieur James Gosling. Et cette équipe travaillait sur un projet qui s'appelle le Green Project. Et ce projet avait pour objectif de créer un langage qui sera simple, qui sera robuste, portable, qui sera exécutable sur tous les appareils, que ce soit des appareils électroniques, des TV, des décodeurs, des appareils embarqués, etc. Alors, ce langage, ils ont trouvé comme nom pour ce langage le Awk. Mais en 1995, le nom Awk sera remplacé par Java. Pourquoi? Tout simplement parce que Awk avait déjà été pris par une autre entreprise et donc Sun Microsystems n'avait plus le droit de le prendre. Alors, ils ont réfléchi quel nom pourrait-il donner à ce langage de programmation. Après plusieurs réflexions, ils ont décidé que ce soit un langage qui soit court, qui soit facile à prononcer, qui soit facile à mémoriser. Et donc, ils ont trouvé finalement le nom Java. Java qui veut dire, ça je sais pas, mais bon, ils ont trouvé le nom Java. Et ils ont pris également comme logo une tasse de café. Pourquoi? Parce que lors de la programmation, ils consommaient beaucoup de café. Voilà, donc voici un peu la petite histoire de Java. Et en 2008, quand Google va lancer Android, Java va devenir le langage principal de toutes les applications mobiles. Voilà. Donc en 2010, quand Oracle va acheter Sun Microsystems, il y aura maintenant de nouvelles modifications et de nos jours c'est Oracle qui ajoute, c'est Oracle qui gère maintenant les nouvelles mises à jour du langage de programmation Java. Mais de nos jours, Java reste toujours un programme qui est aussi fort et unique en son genre, qui exécute tous les programmes, bien un seul programme sur toutes les machines. À l'époque, ils avaient donné comme le slogan de Write once, run anywhere, ce qui veut dire qu'une fois écrit quelque part, il pourra être exécuté partout. Donc c'est un langage tout à fait, que ce soit la programmation simple, que ce soit la programmation réseau, que ce soit la programmation système, pour ne que citer que ça. Alors nous allons dans cette vidéo également expliquer le fonctionnement de Java. Alors je vais ouvrir Paint, c'est un logiciel de dessin. Voilà, et donc je vais expliquer un peu le fonctionnement de Java. Prenons par exemple le langage C. En langage C, par exemple, voilà un peu notre éditeur de test. Et si nous écrivons notre code comme ça en C, voilà, c'est le code source. Alors ce code sera compilé, il sera compilé et voilà, on appelle quelque chose de compilateur. Et donc c'est ce qui va compiler le code, il va le traduire en langage machine. Parce que la machine ne comprend pas ce que nous avons écrit. Et donc la machine, elle comprend que des 0 et des 1. Donc ce qu'on appelle compilateur, c'est lui qui va traduire le message que nous avons écrit. Et donc ce qui est interprété, ce qui est compris par la machine, c'est ça nous appelons communément le code binaire. Et donc c'est le code binaire qui sera interprété par le processeur. Voilà. Maintenant, il y a un problème avec ça là. Par exemple, si j'écris mon code sur un système, par exemple Linux, et si je veux le compiler avec Windows, il y aura un peu de problème et donc il va falloir faire des modifications et refaire la compilation avant que ma machine ne comprenne ce que je vais écrire. Mais par contre, avec Java, il va juste falloir que... Mais avec Java, reprenons ce même système. Quand j'ai écrit mon code, le code il sera compilé par un compilateur. Maintenant, il ne sera pas directement interprété par la machine, mais il sera d'abord traduit par voilà, il sera d'abord traduit en un autre langage. Et ça, c'est le code obtenu après première compilation. Ce nouveau code obtenu, on l'appelle souvent le bytecode. Voilà.
Et donc c'est maintenant le bytecode qui sera distribué sur chaque machine. Par exemple, supposons que j'ai ma machine qui est Windows, ou bien moi je suis sur Linux, ou bien je suis sur macOS. Voilà, donc mon programme sera interprété si je suis sur Windows, selon que je suis sur Windows ou macOS ou Linux. Et donc maintenant, c'est le bytecode qui est le langage intermédiaire entre le langage humain et le langage machine. Voilà. Donc si j'écris mon code source comme ça, voilà mon compilateur et voilà le bytecode. C'est lui qui traduit, ça, il fait une traduction temporaire. Ensuite, si je suis sur Windows, si je suis sur Linux ou si je suis sur macOS, en fonction de mon système d'exploitation, la machine va automatiquement traduire ça. Et on appelle ça machine virtuelle. Donc c'est une machine virtuelle qui fait cette opération. Et maintenant, c'est après que cette machine virtuelle va compiler mon code pour le mettre sur peut-être pour l'interpréter. Voilà, qui le met en code binaire. Voilà, donc c'est la machine virtuelle. Et comme ça, que ce soit sur votre machine Windows ou bien sur votre Linux ou votre Mac, vous n'aurez plus de problème pour la compilation. D'où le nom de Write Once, Run Anywhere. Et avec ceci, le programme pourra être facilement interprété par le processeur. Parce que le processeur ne comprend que le langage binaire. Voilà. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'avoir un code portable, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de réécrire un code particulier. Tout ceci est fait à travers le bytecode, c'est-à-dire le code qui est obtenu en premier quand vous faites la première compilation. Passons maintenant aux outils qui vont nous permettre de coder en Java. Et donc, nous allons appeler quelque chose IDE. Qu'est-ce qu'un IDE en anglais? Integrated Development Environment, on appelle comme ça IDE. Et donc un IDE, c'est quoi un IDE? En fait, c'est en plus d'être un éditeur de test, vous savez ce qu'on appelle éditeur de test. Par exemple, là où je suis en train d'écrire mon test maintenant, on appelle ça éditeur de test. Vous avez par exemple Word qui est un éditeur de test aussi, ou bien Notepad++, ou bon voilà, tous les éditeurs de test que vous connaissez. Mais en plus d'être un éditeur de test, c'est aussi un compilateur. Par exemple, je vous avais dit que la machine ne comprend pas le code écrit par les humains, c'est-à-dire la machine ne comprend pas le langage humain. Et donc, pour traduire ce que nous avons écrit, il y a un compilateur qui s'en charge de ça. Et donc, un IDE, c'est quelque chose qui contient déjà, voilà, c'est un logiciel, peut-être un programme qui contient déjà le compilateur. Donc, une fois que nous écrivons notre code, il sera directement traduit en langage machine. Et en plus de contenir seulement des éditeurs de tests et compilateurs, il y a également un débogueur. Par exemple, chaque développeur, que vous soyez débutant ou professionnel, il y a certaines erreurs que vous allez pouvoir commettre dans votre code sans que vous ne le sachiez. Et donc, le débogueur, il va vous permettre de détecter facilement ces erreurs et de faire les modifications. Et donc, dans notre cas, vous pouvez installer, pour coder en Java, vous pouvez installer le NetBeans. Ça s'écrit comme ça. Ou bien, vous pouvez également utiliser Eclipse. Voilà. Pour Eclipse. Voilà. Vous pouvez utiliser ces deux IDE pour le développement. Maintenant, j'avais dit que la machine virtuelle, c'est ce qui va permettre de convertir votre langage selon le système d'exploitation que vous utilisez. Parce que le code n'est pas directement traduit en langage machine. Donc, le bytecode, c'est le langage ou bien le code qu'on obtient après première compilation. Donc, une fois que vous finissez votre compilation, il sera distribué sur 3 ou bien sur toutes les différentes machines virtuelles qui existent. Et donc, le langage machine aussi, c'est un outil qu'il faut avoir. Maintenant, dans notre cas, au lieu d'avoir seulement les machines virtuelles, à défaut du chien, on ira à la chasse avec le chat. Donc, nous allons installer le JDK, c'est-à-dire le Java Development Kit.
Et voilà, donc vous allez juste sur oracle.com et vous allez cliquer sur download et vous allez suivre les étapes que j'ai inscrites ici. Et ensuite, bon, pour l'installation, vous n'avez pas de difficulté. Vous allez juste faire un double clic sur le logiciel déjà téléchargé. Vous faites suivant et puis check et bon, c'est déjà téléchargé. Et vous allez également installer les IDE, soit NetBeans, soit Eclipse. Bon, c'est les deux que moi j'ai et que c'est les deux que j'utilise. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser celui qui vous plaît. Donc je pense que nous avons raconté la petite histoire de Java, nous avons parlé du fonctionnement de Java et nous avons achevé avec les différents outils pour développer en Java. Alors la prochaine vidéo, nous allons commencer la programmation orientée objet et nous allons parler des classes et des objets. Nous aurions peut-être à faire 2 ou 3 vidéos pour expliquer clairement de long en large. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Bye.